Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Bonsoir à toutes et tous, vous écoutez Gouinement lundi, nous sommes en direct sur les ondes de fréquence Paris Pluriel 106.4 FM. Je suis Juliette et j'anime aujourd'hui cette émission avec Nola. Salut Nola. Salut Juliette. Alors je ne sais pas toi Nola, mais moi dès que j'ai eu l'âge, j'ai porté des talons de 8 cm tous les jours de ma vie et j'avais besoin d'1 heure le matin pour ma mise en beauté. Il me fallait maquillage parfait et brushing pour me sentir digne de me montrer à la lumière du jour. À 19 ans, l'univers m'a béni d'un premier amour lesbien et m'a sauvée de l'hétérosexualité. J'ai découvert The L Word et me définissais fièrement comme une lesbienne lipstick. En 2016, je commence à militer chez les lesbiennes vénères radicales et féministes et horreur, je suis célibataire. Je me coupe les cheveux pour avoir l'air lesbienne, lasse de ne jamais me faire draguer et je suis malheureuse comme les pierres. Sainte Gouinerie me sauve une deuxième fois et m'introduit au concept de la femmerie. Je revis. Je m'empare de tout ce que j'adore dans les codes de la féminité pour plaire aux Gouines et dégoûter les mecs cis-het. C'est donc avec bonheur que j'anime à cette émission sur les identités femmes à tes côtés, Nola. Avant de présenter les stars que nous avons en plateau comme invité, suspense, peux-tu me parler de ton rapport à la femmerie ? Alors, je vais essayer de la faire courte, car mon identité lesbienne a beaucoup bougé ces dernières années. Globalement, je me suis toujours identifiée comme femme, sans vraiment savoir ce que cela signifiait. J'ai été sociabilisée comme petite fille très vite et bébé goudou naissant, j'ai avalé toute la culture lesbienne que les internets voulaient bien me procurer dans ma contrée isolée. J'ai, comme toi, Juliette, été bercée vers mes 14 ans par l'univers lipstick de The L Word. Je me suis construite, je crois, sur cette dualité de soit tu es dans la catégorie de celle qu'on dit butch, camionneuse ou plus masculine, soit de celle des féminines invisibles qui vont inévitablement finir par se couper les cheveux, porter du rouge à lèvres et avoir les ongles toujours courts pour signifier « oui, j'en suis aussi ». En préparant l'émission, je me suis consciemment réinterrogée et je dirais qu'aujourd'hui, je ne suis ni l'une ni l'autre. J'appartiendrai à une catégorie plus floue où l'identité de la non-binarité me pend au nez. Mais peut-être qu'être femme n'est pas incompatible avec cette dernière, puisqu'on va le voir, derrière ce mot se cachent autant de façons de le vivre qu'il y a de personnes qui le revendiquent. Absolument. Et pour plonger dans ces identités, on est très heureuse d'accueillir Sephora Az. Sephora, tu te définis comme queer et pan, tu es organisatrice d'événements et chef de projet dans la musique. On te connaît notamment comme l'une des cofondatrices de l'incroyable soirée P3. Tu avais d'ailleurs été interviewée par Club Gouine en juillet 2023 et tu es aussi animatrice radio pour Le Cercle sur la web radio Rins. Hello. Bonsoir les Gouines. Rita, bienvenue. Rita, tu es réalisatrice, prothésiste ongulaire et programmatrice culturelle. On te connaît comme cofondatrice du Femstival, un festival dédié aux identités femmes. Bienvenue. Merci, bonsoir. Et enfin, Daisy Le Tourneur, tu es autrice et militante lesbienne et transféministe. Tu es spécialiste des identités masculines. Tu as notamment écrit « On ne naît pas mec » aux éditions de La Découverte. Mais aujourd'hui, c'est à la femme fabuleuse que tu es qu'on s'intéresse. Bienvenue. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Vous êtes sur Gouinement lundi et le règne des femmes peut commencer. Alors avant de vous donner la parole, on avait envie de faire un petit point historique sur l'origine de la femme. Pour l'écrivaine américaine Joanne Nussel, la femme s'affirme dans les années 50 et est visible au bras de sa butch avec qui elle forme un partenariat érotique. Ensemble, elles menacent l'ordre établi. Nussel écrit « Les butch et les femmes ont rendu les lesbiennes visibles d'une façon effroyablement claire à une époque de l'histoire où elles ne bénéficiaient pas de la protection d'un mouvement. Leur apparence exprimait l'indépendance érotique. Elles provoquaient souvent la rage et la censure au sein de leur propre communauté, comme dans la société hétérosexuelle. »
Dans Attirance, un autre livre qui fait référence aux identités butch et femme paru en 2001, co-rédigé par Christine Lemoine, on peut lire que la réalité femme passe d'abord par l'expérience, j'ai cité entre guillemets, et plus loin dans l'ouvrage, des amis discutent de la fluidité de leur identité, parfois plus femme que butch ou plus butch que femme selon les rencontres, les lieux et les moments. Alors ma question pour toutes les trois, quelle est votre propre expérience de l'identité femme ? Peut-être qu'on peut commencer par Rita. D'accord. Je me souviens la première fois qu'on m'a attribué le mot femme, c'était il y a quelques années, j'étais en train de sortir d'une phase de bisexualité chaotique et j'étais en date avec une personne qui m'a dit, dans une phrase... Ah oui, comme toi, t'es femme, blablabla. Bon, c'était vraiment pas du tout le sujet. Mais vraiment, j'ai pris ce mot et j'étais en mode, oh mon Dieu, mais c'est vrai, je suis femme. Et c'était vraiment un cadeau si doux. Et c'est à ce moment-là, je pense que j'ai pris cette identité et que je me suis rendu compte que comment je me sentais, comment je voulais m'exprimer et comment je construisais mon genre, finalement, ça avait un nom et ça rentrait dans un mot lesbien. Et du coup, voilà, c'était super. Et au fil des années, du coup, j'ai rencontré d'autres femmes qui se revendiquaient fièrement. Et ça a été aussi très important pour moi. Et ça fait notamment 2 ans qu'on a commencé à plus se rassembler dans une bande de copines qui se définissent vraiment comme femmes. Et on a pu échanger autour de ces expériences et commencer à s'organiser aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi. Et d'ailleurs, je pense que je me définis comme femme avant de me définir comme lesbienne ou comme queer. Voilà. Ça, on va revenir sur ça. C'est hyper intéressant. Et toi, Sephora ? L'identité femme, du coup. Ouais. L'identité femme, faut savoir que moi, j'ai grandi à Toulouse. Donc, voilà, ça reste une grande ville, mais une grande ville du sud-ouest. Donc, avec une ouverture d'esprit peut-être pas aussi grande qu'à Paris. Donc, j'ai évolué de mes 0 à mes 21 ans dans un environnement extrêmement hétéronormé. Et où, en fait, la femme n'avait pas la liberté d'être autre chose que femme. En réalité. Et quand je suis arrivée sur Paris, j'ai beaucoup continué à prendre un peu les avantages de cette identité-là. Et quand j'ai fait mon coming out, ça a été compliqué de se redéfinir. C'est-à-dire qu'il y a ce petit côté où on t'attribue une orientation sexuelle, on t'attribue une expression de genre. Mais au final, quand tu fais ton coming out, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la société qui a voulu que ce soit moi ? Et aujourd'hui, je suis fière d'être femme. Mais ça s'est fait aussi, assumer cette identité, ça s'est fait au fil des expériences, au fil des années. Et ça va pas sans la prise de conscience, en tout cas, de mon identité et de mon orientation sexuelle. Et toi, Daisy ? Moi, je dirais que mon identité femme, elle est indissociable de mon identité trans, dans le sens où, pour moi, la féminité, pendant la plus grande partie de ma vie, c'était plutôt quelque chose d'interdit, c'était quelque chose qui n'était pas du tout encouragé et donc il y a toujours ce petit truc de ce plaisir en fait de la transgression, même si maintenant le début de ma transition est un peu lointain et que j'ai je suis plus flemme que femme. J'ai pas toujours j'ai les ongles les moins longs de nos 3 invités là mais voilà, il y a ce plaisir en fait qui reste super important pour moi à être femme. Et vous l'avez déjà un peu évoqué, mais à quel point cette identité elle est importante pour vous ? Comment elle vous a construite ? Peut-être Rita, tu l'as un peu évoqué dans la première réponse. Comment elle m'a construite ? Peut-être aussi en tant que cheminement, c'est-à-dire qu'il y a, je me sens femme, c'est-à-dire que je suis à l'aise avec l'idée de m'approprier les codes féminins. Je deviens une femme. Et là, qu'est-ce qui est différent en fait aussi ? Dans cette appropriation de l'identité femme, il y a quand même un cheminement, j'ai l'impression, et vous êtes plusieurs à l'avoir évoqué. Oui, d'accord. Je pense que, là aussi, où c'est important pour moi, c'est que je me définis comme IFM, où vraiment, et je pense que, pas pour tout le monde, mais beaucoup des personnes qui revendiquent une identité femme et la construisent dans un cheminement queer aussi, dans un cheminement de questionnement du genre, et qui en font une arme politique, sont
pour moi, sont des personnes AFM. Mais, enfin, c'est pas une généralité absolue, mais... Et donc, je pense que... Enfin, j'ai toujours été femme, peut-être sans le savoir. Et je pense que même quand j'étais plus jeune, que je m'identifiais pas comme queer, j'avais des comportements qui peuvent être qualifiés de subversifs. Dissident, je sais pas, enfin, je rentrais pas vraiment dans les cases, j'étais différente. Enfin, je veux dire, j'étais jamais en couple, j'avais une hypersexualité qui était ultra dans la consommation, et ça, je pense que, enfin, du coup, genre, ça s'attache aussi à ces questions femmes, les notions de salope, ce genre de choses, mais c'était pas quelque chose qui me faisait spécialement du bien, il y a des gens pour qui c'est super, mais voilà. Et du coup, après avoir pu reconstruire ça dans le lesbianisme, je pense que c'est là que ça a pris beaucoup de sens, puisque d'un coup, ça devenait effectivement quelque chose de politique aussi, une revendication de dire que non, cette féminité, c'est pas quelque chose d'imposé, je suis pas sous le joug de quoi que ce soit, c'est quelque chose que je choisis et c'est quelque chose que je construis. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on a beaucoup de mal, et depuis les années 70, à faire entendre, et chez les féministes et chez les lesbiennes, que c'est quelque chose... de choisi et que c'est quelque chose de construit et que ça peut aussi être un cheminement queer et que c'est aussi une arme politique. Séphora, Daisy, est-ce que c'est un point sur lequel vous souhaitez rebondir ? Daisy ? Ouais, tout à fait. En fait, je crois qu'il y a Enfin, pour moi, justement, être femme aujourd'hui, c'est un choix, dans le sens où quand on transitionne, au début, c'est pas forcément un choix, justement. La plupart de mes copines trans ont commencé, comme moi, en essayant de performer à fond la féminité dans leur look et dans leurs attitudes, etc. Parce que c'est aussi un choix de sécurité, de si on veut être reconnu comme femme et si on veut pas être mégenré tout le temps, agressé, etc., vaut mieux avoir l'air d'une femme féminine. Et avec les années, en fait, on va avoir de plus en plus de femmes trans qui vont se sentir libres de s'éloigner un peu de ça, de porter du décathlon, de ne pas se maquiller tous les jours, etc. Et effectivement, c'est rester femme après, ça devient un choix, c'est plus juste une question de survie. Séphora, ton cheminement femme ? Moi, mon cheminement femme, comme je l'ai un petit peu dit juste avant, c'était très compliqué au début. Quand j'ai un peu pris conscience de cette petite non-binarité chez moi, où j'ai commencé pas juste à sortir pas maquillée, aller au taf pas maquillée. Enfin, moi, de base, j'étais dans la vente, donc au début, c'était impossible. Mais quand j'ai commencé juste à me réapproprier mon identité, il m'a fallu un peu ce petit temps où je me suis détachée de la femme pour pouvoir en fait me la réapproprier et la réexprimer comme moi je voulais. C'est-à-dire que par exemple sur la plupart des P3, je suis hyper féminine, en robe, toujours super transparent, hyper maquillée, etc. Mais dans ma vie de tous les jours, je vais peut-être moins être femme et peut-être un peu moins être dans les codes stricts, en tout cas de l'identité, mais je pense que tout ça est intrinsèquement lié avec mon parcours en tant que personne queer. Alors moi, ce que j'entends dans ce qu'on commence à aborder là, c'est quand même être femme, c'est être libre. Mais des gens très sérieux se sont penchés sur la question des femmes, notamment Aurélie Christian, qui est doctorante en sociologie et qui a écrit, pour notre plus grande joie, une thèse intitulée « L'hétérosexisme à la lumière des expériences femmes, pression normative, résistance et réitération ». Et donc, elle nous propose cette définition que j'aimerais vous soumettre et avoir vos réactions. Est-ce que ça vous parle ? Vous êtes d'accord ? Pas du tout d'accord. Donc attention, c'est très sérieux. De nos jours, l'autodéfinition femme repose sur 3 piliers. Il s'agit d'abord d'être non hétérosexuel pour les personnes cisgenres ou non hétéronormées en termes de trajectoire de genre. Ensuite, il est question d'être femme-inine, c'est-à-dire investir des féminités déconstruites et resignifiées en dehors de l'hétérosexualité. Enfin, les femmes se veulent politiser, concept large renvoyant avant tout au féminisme, dont elles préfèrent une approche intersectionnelle. Alors, est-ce que cette définition vous parle ? Pour résumer, la sainte trinité femme, ce serait pas hétéra, réappropriation des codes de la féminité et féminisme de préférence intersectionnelle. Séphora ? Je me sens assez attachée surtout au fait qu'il y a cette réappropriation.
parce que en tant que personne queer, je dis attirée par les femmes parce que je ne suis pas lesbienne, malheureusement. Mais il y a vraiment ce côté où être femme, je sais pas si je suis vraiment d'accord avec le côté ne pas être hétéra, parce que je pense que on peut être hétéra tout en se réappropriant un peu ses codes, et je pense que de manière générale notre génération et celle d'après encore plus le font brillamment, sans forcément se revendiquer queer. Donc il y a moi j'ajouterais peut-être juste cette petite sensibilité là à ce niveau, mais ouais, je pense que la majorité passe par la réappropriation des codes qu'on nous a imposés en étant nés femmes dans une société patriarcale au possible, et juste les prendre, les tordre et les dire ok, je me réapproprie, et c'est comme ça que moi je décide d'être une femme en fait. Rita, j'imagine que pour le Femstival, je vais pas y arriver, vous avez beaucoup réfléchi à cette définition des femmes. Oui, tout à fait. Alors, nous, c'est vrai qu'on a plutôt choisi de pas programmer des personnes hétéros, ou en tout cas cis et hétéros. Enfin, il fallait l'un des deux, quoi, au moins. Mais en revanche, dans toutes les descriptions, les définitions du mot femme qu'on a écrit et qu'on a diffusé ou qui était visible à l'exposition qu'on a organisée, on inclut en fait d'autres formes de féminité dissidentes qui rentrent pas forcément dans un paradigme queer. Et du coup, ça peut être aussi les travailleuses du sexe qui monétisent leur féminité. Ça peut être les cagoles, les bimbos. Il y a quelque chose aussi de très lié avec les féminités prolétaires. Je pense qu'on peut pousser aussi avec les féminités racisées, les femmes afrodescendantes qui, en fait, aussi ont inventé beaucoup de codes qui sont réutilisés par tout le monde aujourd'hui, les femmes nord-africaines, etc. Voilà, donc je pense que c'est important. Enfin, après, c'est pas forcément des personnes qui vont utiliser le mot femme pour se définir, mais je pense que c'est des identités quand même qui sont un peu main dans la main et je pense que c'est très intéressant de garder une porosité à ce niveau-là. Ça fait partie d'un spectre, au final. Ouais, d'un spectre assez large. Je suis assez d'accord. Daisy, cette définition, elle t'inspire quoi ? Moi, je suis assez d'accord avec cette définition globalement. Après, toute définition de la femme, moi, je pense qu'elle peut... elle a le danger de en fait exclure effectivement, et du coup on se pose la question de est-ce que les femmes hétéras ou cis peuvent être inclus dedans, oui ou non, et en fait pour moi quand même l'identité femme c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du jeu. C'est un mot qui revient souvent d'ailleurs quand on lit Joanne Nessel dans Femme. Elle parle beaucoup du jeu et d'un jeu érotique qui existe entre la femme et la butch, etc. Et du coup, en fait, il y a toujours cette espèce de relation entre, alors pas forcément à la butch, mais entre être femme, c'est une position par rapport à quelqu'un d'autre, et c'est jouer, et c'est flirter, c'est jouer avec les codes, et du coup, je pense que ça, une définition fermée, elle peut pas être juste, parce que en gros, on est là pour s'amuser aussi, quoi. Avant de continuer à parler d'Excellence Femmes, on retrouve la chronique Actu de l'AJL, l'association des journalistes LGBT, présentée ce soir par Laura. Bienvenue Laura. Bonjour. Alors comme ça, le lobby gay aurait frappé au plus haut niveau de l'État ? Mais oui, un Premier ministre ouvertement gay en France, waouh, incroyable. Historique, n'est-ce pas ? La nomination de Gabriel Attal lui a valu nombre de commentaires laudateurs. Tétu en a même fait un édito. La visibilité est comme la fierté, performative. Quand une personnalité issue d'une minorité accède à une fonction sociale jusqu'ici inaccessible, c'est une bonne nouvelle en soi, estime son directeur.
Libération décèle dans cette nomination le signe d'une France qui progresse, tandis que le New York Times en a fait un titre, le plus jeune et premier ministre gay en France. Donc tout est parfait dans le meilleur des mondes. De la poudre de perlimpinpin arc-en-ciel, répond Manifesto 21, qui fustige la politique néolibérale d'Emmanuel Macron et sa connivence grandissante avec l'extrême droite. La nomination d'Attal est un pansement gay sans paillettes sur un autoritarisme béant. Nombre de communautés LGBTQIA+, refusent de servir de caution morale, de pilule rose pour faire avaler une ligne politique raciste, liberticide et antidémocratique, jugent Léane Alestra et Apolline Bazin. Publiciser son homosexualité n'a jamais fait du transfuge socialiste un défenseur des droits des personnes LGBTQIA+. Au contraire, analyse de son côté Mediapart. S'il se dit pour la GPA éthique, à titre personnel, son engagement sur le sujet s'arrête là. Gabriel Attal est un gay discret qui ne veut pas être dans la revendication. Homo, oui, mais pas trop. Et surtout pas militant, histoire de plaire aux électeurs de droite de la Macronie. Gabriel Attal, qui a enterré l'enquête sur le suicide du petit Lucas, victime de harcèlement homophobe, alors qu'il était ministre de l'Éducation nationale, selon nos confrères, n'a pas non plus réagi aux alertes sur l'école privée Stanislas, accusée, entre autres joyeusetés, de culture homophobe. Mais alors nos droits ne vont pas progresser au galop ? Peut-être pas, désolée. Il n'y a qu'à voir la composition du gouvernement Attal. Pas moins de 6 ministres Manif pour tous, relève têtu dans un autre papier un brin moins élogieux que son édito. Catherine Vautrin, Rachida Dati ont rejoint Gérald Darmanin, Christophe Béchu, Aurore Berger et Sébastien Lecornu. Même si depuis 2012, voyant le vent tourner, beaucoup ont fait leur mea culpa. La nouvelle ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui a marché avec ce mouvement ultra-réactionnaire contre le mariage pour tous, inquiète notamment les associations. L'entrée de la ministre et plus largement ce casting anti-égalité font l'effet d'une douche froide, pointe le coprésident de SOS Homophobie dans l'IB. L'interdiction effective des mutilations des personnes intersexes ou l'accès des personnes trans à la PMA, revendiquées de longue date par les associations, finiront-elles dans le tiroir ? On se demande. Aurore Berger, la nouvelle ministre de l'égalité homme-femme, s'est quant à elle affichée dans le passé avec des militantes anti-trans et a voté contre l'accès des hommes trans à l'avortement, rappelle l'Obs. La nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, s'est-elle opposée à la PMA pour les couples de femmes et s'est abstenue lors d'un vote au Parlement européen contre les thérapies de conversion, assimilées à des actes de torture par l'ONU. On n'est pas bien là ? Écoute, on est super bien, vraiment un casting de rêve. Merci beaucoup Laura pour cette chronique. Vous êtes toujours sur Gouinement lundi. On s'aventure ce soir par-delà les multiples facettes des identités femmes avec nos invités plus femmes les unes que les autres. J'ai nommé Sephora, Rita et Daisy. Pour la deuxième partie, on aimerait discuter davantage de comment vous vivez cette fémitude au quotidien et comment elle est reçue. Joanne Nessel, toujours notre idole, écrit dans les années 80. Une femme est souvent prisée comme une femme hétéro qui ne serait pas féministe. C'est une interprétation terriblement fausse d'une auto-représentation et d'un langage de désir libéré qui sont ainsi métamorphosés en silence de la collaboration. L'échange érotique entre deux femmes est totalement nié. Cette fois-ci, non pas par des hommes, mais par d'autres femmes, souvent au nom du lesbianisme féministe. Ce qui nous amène à vous poser la question suivante. Quelle place a selon vous, quel accueil fait-on aux femmes dans les milieux lesbiens ? Bon, on peut aussi dire les milieux queer, voire les milieux féministes, mais je pense qu'on peut plus s'attacher aux milieux lesbiens et queer. Est-ce que vous avez vécu de la femmephobie ou voilà. Laura, je te vois opiner du chef et comme tu souhaitais participer aussi à l'émission, je t'en prie. Non, à titre personnel, c'est vrai que j'ai souvent eu l'impression que du fait de mon expression de genre que je peux parfois qualifier de high femme, je me suis sentie un peu marginalisée dans le milieu queer. J'ai parfois reçu des choses comme « Oh, c'est cool que tu viennes nous soutenir en manif ou en soirée. » Et ça a participé parfois à, je pense, à une forme de mal-être chez moi où j'ai gommé cette expression de genre par moment
alors que c'est ce qui est naturel chez moi, parce que j'avais besoin de rentrer dans le moule et que je recevais aussi parfois une forme de violence verbale. Et il m'a fallu du temps pour l'assumer et beaucoup de lecture pour comprendre que j'avais le droit de prendre cette place. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire auprès du milieu, quoi. Sephora, quand on t'a invité pour l'émission, c'est une des premières réactions que tu as eues quand je t'ai dit le thème. Tu m'as dit « Ah oui, c'est bien, il faut parler de la femmephobie dans le milieu ». La première expression de femmephobie que j'ai reçue, c'est Ah bon ? Mais t'es queer ?» En plus, moi, pour le coup, il y a des moments où j'abuse beaucoup dans la féminité. Donc, alors là, ça a le don de perdre tout le monde. Et quand j'ai fait mon coming out, donc peut-être 2 ans avant la création de la P3, juste, je ne me voyais dans aucun personnage, etc. Et j'avais presque l'impression que j'étais pas queer, en fait, qu'il n'y avait pas de place pour moi et que les femmes n'existent pas. On est très invisibilisés, ou alors on est mise à côté des butch ou des studs pour faire cette binarité absolument magnifique, qui se rapproche du modèle hétéronormé. Mais c'est vrai qu'au début c'était très compliqué, puis encore aujourd'hui il y a ce truc où si je suis pas dans un espace queer où on m'identifie comme Sephora, l'organisatrice de la P3, on vient pas me draguer, quoi. Enfin, c'est bon, venez me draguer, quoi. Peut-être Rita, t'as envie de rebondir ? Je suis assez d'accord avec Sephora. Pour moi, la plus grande manifestation de femmephobie, c'est que personne veut me pécho. C'est très grave. Le cheveu long n'a pas le vent en poupe dans le marché de la séduction. C'est un peu compliqué. C'est clair. Après, oui, c'est ça. Un manque de reconnaissance, je pense. Mais après, de fait, par exemple, dans l'espace public, je subis pas ou très peu de lesbophobie. En revanche, je vais subir des formes d'oppression qui sont destinées aux femmes hétérosexuelles. Voilà, mais dans la commu en soi, ce qui est plutôt le sujet, je pense qu'il y a ça, cette manque de reconnaissance, le fait que souvent on est l'hétéro de service quand on est... il y a des gens, ils me connaissaient depuis plus d'1 an. Et un jour, ils m'ont dit, non, tu peux pas dire ça, t'es hétéro. J'étais en mode, mais fraté, ça fait 1 an, on a les mêmes amis, tu crois que j'étais la caution hétéro du groupe? C'est terrifiant. Mais après, ça reste quand même plus du domaine de l'inconfort et du malaise temporaire. C'est pas non plus de la grosse agression. Je pense que la femmephobie étant un dérivé de la misogynie, je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'il y a d'autres dérivés de la misogynie qui sont beaucoup plus violents et qui peuvent avoir des conséquences beaucoup plus terribles que personne veut nous pécho, ou on nous croit pas quand on dit qu'on est lesbienne parce qu'on a les ongles longs. Bon. Mais voilà. Et je sais pas, j'ai une petite anecdote. Cet été, j'étais à un endroit et il y a une personne qui faisait des coupes de cheveux. Et j'ai une copine qui est partie la voir et qui lui a dit en mode blague, vas-y, fais-moi une coupe de lesbienne, j'ai trop envie d'avoir la lesbienne, s'il te plaît, maintenant je suis lesbienne, fais-moi une coupe de lesbienne. Et du coup, ça commence à parler de mulet, d'undercut, tatata. Et là, du coup, ma pote qui est travailleuse du sexe dit non, mais attends, faut pas que ce soit trop hardcore parce qu'il faut que ça passe avec mes clients. Et là, la personne qui fait les cheveux lui dit mais t'inquiète, tu pourras mettre une perruque. Les lesbiennes travailleuses du sexe, mettent des perruques, point. Sur un ton de vérité générale absolue. Wow. Et j'étais en mode waouh, c'est vraiment une assertion et sur les lesbiennes travailleuses du sexe plutôt intense. Surtout, moi, la plupart de mes copines gouines et putes, elles sont femmes, pas toutes, tous. Mais souvent, elles ont les cheveux longs. C'est même pas une question qui se pose. Et le fait que cette communauté était complètement invisibilisée dans une phrase, j'étais en mode c'est chaud. Voilà. Ouais, merci pour ce partage. Et toi, Daisy ? Moi, je voulais rebondir déjà sur un truc que Rita vient de dire, qui est qu'effectivement, il y a d'autres oppressions qui sont un peu plus graves. Et effectivement, la femmephobie, quand on est trans, on est un peu plus préoccupé par la transphobie, honnêtement. Et du coup, sûrement qu'il y a des choses qui sont emmêlées entre femmephobie et transphobie, mais c'est assez difficile de faire la part des choses et on se préoccupe déjà beaucoup en arrivant au milieu queer d'être accepté en tant que femme trans et en milieu queer, évidemment, encore plus en dehors, que du coup, la discrimination, la femmephobie...
c'est loin dans les soucis. Après, il y avait un autre truc sur lequel je voulais rebondir qu'a dit Sephora, c'était par rapport au fait de vouloir voir dans un couple butch-femme une reproduction d'hétérosexualité. Et c'est vrai que c'est souvent un truc qu'on renvoie au couple butch-femme, c'est il y en a un qui fait une qui fait l'homme et une qui fait la femme. On est bien dans la reproduction de l'hétérosexualité, etc. Mais je pense que c'est important de dire que ce cliché, il est complètement débile parce qu'en fait, des lesbiennes, deux personnes queer qui ont une présentation masque et une présentation femme vont jamais... Enfin, ça va toujours être subversif. En fait, ça n'a rien à voir avec un couple hétéro. Et c'est toujours... Enfin, il n'y a qu'à voir la réception qu'on peut avoir dans la rue. C'est être un couple butch-femme aussi. Quand tu marches dans la rue, d'un coup, les gens ils réalisent que t'es pas deux copines. T'es un couple, quoi. Et là, ça a aussi une charge, du coup, super subversive, je pense. Et alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, la femme, c'est un peu, a un peu lâché sa bouche? Vous diriez, est-ce que, moi je vois de plus en plus par exemple sur les internets, des dynamiques femme for femme, butch for butch, est-ce que c'est quelque chose, toi par exemple Rita qui a ton groupe de copines femmes, que tu as observé ces derniers temps, un peu on se libère de la butch? En fait, je pense qu'on est un peu obligé. De fait, parce que, c'est peut-être un peu clivant ce que je vais dire, mais je parle de mon constat personnel. Et en tout cas, dans les milieux queer, je sais qu'il y a des milieux lesbiens non queer où c'est très différent. Il n'y a plus tant de butch que ça. Du coup, ça nous laisse un peu orphelines du cul. Je suis trop d'accord. On perd nos repères. Et il y a du coup plus ce côté où la femme n'est pas désirable dans la commu, en fait. Rarement. Et j'aimerais trop dire que du coup, on a répondu à ça en lançant des dynamiques femme for femme incroyables. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de dire « Ouais, femme for femme !» en se donnant des claques dans le dos. On disait « Ah, je vous ai parlé de mon nouveau mec, il est transmasque, il répare des motos. » et voilà, et donc on femme for femme, pas du tout. Je me sens attaquée. Non, mais it's ok, genre, tout le monde me fait, mais genre... Et je pense qu'aussi un truc pourquoi c'est difficile de faire du femme for femme, c'est une vraie question qui est vraiment intéressante à poser. Je me demande si on peut pas faire un parallèle avec les PD, chez qui c'est assez rare de voir des twink for twink aussi. Et j'ai l'impression que c'est des choses très fortes de misogynie intériorisée. On a du mal à valider un couple ou une dynamique romantique ou sexuelle sans élément masculin dedans, quel qu'il soit. Et c'est vrai que même moi, c'est pas une évidence, femme for femme. J'ai des petites tentatives, mais c'est pas quelque chose vers lequel je vais aller naturellement. Moi, j'ajouterais aussi qu'il y a un truc en venant ici, par exemple, je me suis dit, OK, va y avoir plusieurs femmes autour de la table. Oh mon Dieu, je ne suis pas assez bien maquillée, comment je vais me saper, etc. Et je ne peux pas en faire trop parce que j'arrive du boulot et je peux pas... Bref. Et en fait, il y a aussi ça qui, moi, va peut-être me bloquer dans aller chercher une relation femme for femme, c'est que... en fait, la peur de me comparer. Et c'est vrai que j'ai pas toujours des relations avec des personnes qu'on pourrait qualifier de butch ou même de masculines du tout. Mais en tout cas, c'est des relations avec des meufs avec qui il n'y a pas de compétition sur nos ongles, sur notre make-up, etc. C'est souvent plus des meufs qui n'ont pas grand-chose à faire, en fait. Et je ne sais pas si vous avez ce truc de la peur de la comparaison aussi, de qui est la plus femme, qui est la plus... Je pense que j'ai hérité... Sephora. Sephora. Je pense que j'ai hérité un peu de ce... C'est un peu les restes que j'ai d'avoir grandi dans quelque chose de très hétéronormé. C'est-à-dire que au début, quand je m'identifiais encore vraiment comme bi et tout, j'étais plus dans un rapport où je cherchais des mascus. En fait, j'avais beaucoup de mal au tout début de mon parcours queer à imaginer avec une femme, chose qui s'est quand même beaucoup débloquée. Mais c'est vrai que je trouve que l'identité femme se dilue aussi un petit peu.
C'est-à-dire que dans les femmes que j'ai fréquentées, en tout cas récemment, c'était plus des femmes qui n'étaient pas masques, qui n'étaient pas femmes, mais qui arrivaient un peu à osciller entre les deux. C'est-à-dire que peut-être que vestimentairement, ça allait plus se rapporter à une expression de genre un peu plus masculine, mais au final, elles étaient quand même make-up. Il y avait toujours un truc, à un moment où leur identité femme, elle pointait un peu le bout de leur nez. Et même dans mon entourage, j'ai beaucoup plus maintenant de copines qui sont avec des meufs femmes, ou juste qui naviguent un peu entre les deux, qu'avec des meufs vraiment masculines. Mais ouais, je pense que ça vient aussi avec une certaine maturation de son identité queer, en tout cas pour ma part. Moi, en tant que femme pan, je me sens vraiment attirée à la fois par des femmes très femmes ou très butch. En gros, je pense que à la base, il a fallu pour moi déconstruire quelque chose, parce qu'à un endroit, je pense que j'avais une forme de lesbophobie rentrée, et où c'était en quelque sorte bien vu d'être attirée par une femme très féminine. Ça, c'était dans mon adolescence, voire tout début de l'âge adulte, où ne vous inquiétez pas, de toute façon, je suis attirée par une femme très féminine, ce qui est terriblement lesbophobe. Et dès lors que je suis passée au-dessus de ça, je me suis rendu compte qu'en vérité, toutes les expressions de genre m'attiraient. Dans mes relations avec des femmes très femmes, j'ai eu l'impression d'être beaucoup fétichisée autour de moi. C'est-à-dire que dès lors que tu apparais comme un couple de deux femmes très femmes, eh bien, on sait ce qui peut se passer dans l'espace public. Et dans mes relations avec des femmes avec une expression de genre plus masculine ou non-binaire, j'ai l'impression que souvent, on va dire, tout ce que j'ai en moi lié au male gaze peut revenir aussi très vite. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à m'exprimer parfois au sein du couple d'une façon que j'ai pu le faire dans un couple hétéro. Et c'est aussi des choses que j'ai cherché à déconstruire. C'est-à-dire, en fait, on est libre d'être absolument tout dans un couple. On n'a pas besoin de prendre des postures en termes de, on va dire, de protection vis-à-vis de l'autre. Est-ce que j'ai besoin d'être une petite chose qui doit être protégée par ma bouche, ou est-ce que je peux être tout à la fois. Voilà. Donc ce sont des choses que je continue de déconstruire. Merci beaucoup à vous quatre, du coup. Ah oui, pardon, excuse-moi Rita, je t'en prie. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, j'aimerais quand même dire que cette chose de dynamique traditionnelle masque-femme ou butch-femme, quand même, parfois, elle est super. À partir du moment où aussi on intègre le fait que c'est du jeu et que c'est de la performance, jouer ce jeu butch-femme il y en a une qui va tenir le manteau de l'autre, lui ouvrir la porte, etc., et que c'est très intégré, que c'est du jeu, je trouve ça très agréable personnellement, mais aussi que c'est une forme de théâtralité qui peut être même assez intéressante d'un point de vue d'analyse queer. Voilà. Une sorte de réappropriation au final de ce qu'on nous a imposé. Ouais, grave. Tout à fait d'accord avec toi, et j'adore cette forme de jeu aussi, tant que ça reste une liberté. Avant de passer à la troisième partie dédiée à nos icônes femmes, je dois faire une annonce promotionnelle. Car Gouinement mon lundi se développe, on crée des partenariats commerciaux de fou, et notamment avec la marque de lingerie Bertie Isabeau, qui est une marque de lingerie éthique, fabriquée à Paris, féministe, bref, Gouin, qui a toutes nos valeurs. On a donc lancé un code promo que vous pourrez trouver sur notre page Instagram et un jeu concours pour gagner un bon d'achat de 80 €. On fait ça parce qu'on aime bien Bertie Isabeau, on aime bien soutenir des entrepreneuses Gouin, et pour gagner des abonnés sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Donc voilà, allez voir Bertie Isabeau, super chouette, vous les trouvez sur notre compte Instagram ou alors vous googlez. Vous êtes toujours sur Gouinement lundi, et après avoir essayé de dégager ce qui se passe derrière les identités femmes grâce à nos super invités Rita, Daisy et Sephora, il est temps pour nous de parler plus sérieusement. Quelles sont vos icônes femmes et pourquoi ?
Rita, est-ce que tu veux commencer ? Alors, moi, comme icône femme, j'ai choisi mon amie Lisa Granado. Parce que je me suis dit, peut-être une icône, c'est pas obligé d'être quelqu'un de hyper lointain. Donc Lisa, c'est le noyau dur de l'organisation du Femstival avec moi, en binôme. Et c'est quelqu'un qui, sous couvert de pas mal de blagues, est une très brillante théoricienne et qui, je pense, est hyper importante pour la représentation femme de notre génération contemporaine en France aujourd'hui, qui est quelqu'un qui a beaucoup théorisé ça, qui a par exemple beaucoup nommé l'identité extrême femme et qui se l'est appropriée. Voilà, et je pense qu'aussi le fait qu'il y a le documentaire de Camille Dussolier qui est fait sur elle et qu'il y ait ce genre de diffusion autour de sa personne, j'ai l'impression que pour beaucoup de jeunes femmes ou de personnes qui se cherchent, elle a été une figure assez importante d'exemple, de projection. Voilà. Merci beaucoup. Et toi, Daisy ? Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Effectivement, j'ai hésité à prendre quelqu'un de la vie de tous les jours, mais je vais plutôt essayer de prendre quelqu'un que les auditeurs et auditrices ont peut-être déjà connu, déjà entendu parler. Et j'ai pensé à Nathalie Wynne, qui est une youtubeuse. Sa chaîne s'appelle ContraPoints. Et pour moi, elle a été vraiment un modèle parce que déjà, j'ai suivi en fait sa transition à travers sa chaîne un peu en amont de la mienne et que du coup je l'ai vu se féminiser et se féminiser de plus en plus au fil de ses vidéos, et elle a eu un côté super, en fait elle est super glam et elle a des looks toujours incroyables et un humour que je trouve absolument génial. Et peu importe en fait là on parle pas de ses idées ou quoi, mais de juste sa présentation, pour moi, être femme aussi, c'est trouver une force en fait et une puissance dans la féminité. Et je voulais dire ça depuis le début et j'avais pas encore réussi à le caser, donc je le dis maintenant. Et pour moi, elle est le parfait exemple de ça parce que elle est incroyablement puissante en fait, je pense. Et j'adore ça. Voilà. Merci beaucoup. On va aller voir tout ça. Sephora, est-ce que tu as une icône femme ? Ça va paraître super égocentrique et narcissique. Mais je pense que mon icône femme idéale, c'est moi. Et en vrai, pour des raisons un peu évidentes, en vrai, je suis une femme queer, racisée, qui porte, là je les ai coupés, j'ai mal au cœur, mais qui porte des ongles XL et qui se fémise à souhait. Et c'est aussi pour ça que avec Mariana Estencia, mes deux associés, on a confondé la P3. C'est un peu parce qu'on avait envie d'instaurer dans l'imaginaire collectif des jeunes queers la possibilité d'avoir autre chose que peut-être un stéréotype ou en tout cas quelque chose de très mainstream au niveau de l'identité lesbienne qui nous ressemblait pas du tout en fait. Je vois même par rapport à mes autres amis, on a toutes commencé en non mais c'est pas possible, je peux pas être queer, les queers à la télé elles me ressemblent pas, c'est pas moi. Et c'est pour ça que je suis un peu ma propre icône, parce que j'ai l'impression que je ramène quelque chose de différent, et en tout cas une représentation différente de ce qui existe déjà. Voilà. Laura, est-ce que toi tu aurais une icône femme ou... J'ai absolument pas préparé cette question, mais tu parlais tout à l'heure de The L Word, et c'est vrai que quand j'étais jeune, ça m'a aidée à me retrouver au sein de cette communauté. Je pense à Bette Porter. Non, mais c'est vrai que c'est une émission, c'est une série qui est très loin de la réalité, mais il y a des icônes femmes qui ont pu nous aider aussi à nous identifier. C'est vrai, et d'ailleurs on pourrait s'épancher des heures sur nos idoles femmes préférées, mais l'heure tourne et nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Mais pas de panique, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble grâce à nos petites annonces.
Dring dring, il est l'heure d'écouter les petites annonces de Gouinement lundi sur les ondes de FPP 106.3 FM. Allô ? Allô, Gouinement lundi ? Les petites annonces de Gouinement lundi, tous les 4e lundis du mois, sur Gouinement lundi. Salut toi! On est 2 potes dont le QG est le bonjour madame. Donc si tu sais pas quoi faire le 29, oui, lundi prochain, passe nous dire bonjour. Pour nous trouver, cherche une meuf avec une doudoune jaune et l'autre avec un bébé mulet. Vous avez un nouveau message. Tu cherches des bouches musclées pour ton déménagement ? Tu veux déclarer ta flamme à ton crush du moment ? Envoie-nous un voice au 07 49 20 18 49. On diffusera ton annonce dans la prochaine émission Gouinement lundi. Gouinement lundi, c'est déjà fini. Merci beaucoup à nos invités de marque d'avoir partagé vos expériences personnelles en tant que femme. Merci Daisy. Merci. Merci à toi Rita. Merci. Et merci Sephora. Merci Gouinement lundi. Et puis merci beaucoup à Laura qui a été notre chronique de la JL, mais aussi notre invitée. Merci beaucoup. Et merci à Juliette qui a animé et préparé cette émission avec moi. Merci à toi, Nola. Des merci également à toute l'équipe de Gouinement lundi, Serena, Gaëlle, nos 2 Sophie, Joséphine, Éline, Camille, Aura, Inès, Anna, Émilie et Isabelle. On espère que l'émission vous a plu. Vous pourrez la retrouver sur notre site gouinementlundi.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Vous pourrez également accéder à toutes les références qu'on a citées et utilisées pour préparer cette émission sur notre site, si vous voulez en savoir davantage. On se retrouve en février pour une daï-causerie et pour notre nouveau podcast Avec la langue, réalisé par Camille. On s'en écoute un extrait ? Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première émission Avec la langue. Dans ce nouveau format, je recevrai tous les mois une personne queer qui pratique l'écriture. Pour cette première, nous recevons la typographe et designer graphique Camille Circude qui vient de sortir la typographie post-binaire avec ce sous-titre « Au-delà de l'écriture inclusive ». Bonjour Camille. Bonjour Camille. J'aurais bien lu un petit extrait d'un texte de Karine Schlagater, qui est curatrice et puis qui aime bien écrire sur les travaux de Bye Bye, et qui a écrit un petit poème assez joli qui aussi renvoie la ligature à ce qu'on peut faire avec la langue. Et donc ça me faisait penser à ton générique. Donc je la cite. Vas-y. Permettant de remplacer le point médian et autres signes de ponctuation employés afin de marquer les flexions de genre par des lignes nouant les lettres ensemble, les ligatures tracent à mes yeux de lyriques tentatives de débinariser le langage. Leurs tracés enlacés produisent une esthétique de l'amour et de la sexualité, nouant ensemble les mots et les genres dans leur infinie réalité. Il se coule dans elle, dans la langueur moite du E dans l'A. Le ruisseau tortueux du X dans le S déborde de son lit. La vague du F se déverse dans le S. La salive écume, coule dans la bouche. Les fluides corporels relient les corps en un invisible réseau baveux. Le baiser à pleine bouche d'un langage volontairement inassimilable. Waouh, c'est joli. Merci. Voilà. Merci Karine. Et merci Marie Mamset de m'avoir refait redécouvrir ce texte aussi, parce qu'on en a parlé hier et du coup Oui, hier tu étais au centre Pompidou. Oui.
pour présenter ton livre. Oui. Vous savez pas quoi? Il y avait Filkenkraut dans la librairie. Mais non. Si. Mais il est arrivé juste après la présentation. Par hasard, il regardait les bouquins. Non, pas pour me voir. J'ai loupé un peu la petite photo. J'aurais trop adoré avoir une photo et qu'ils comprennent pas du tout ce qui lui arrive et que je pose à côté avec le livre. J'aurais trop aimé. Mais cette photo n'existe donc pas. Mais c'était assez drôle. Et bien grâce à toi, elle existe dans nos imaginaires désormais. Je sais pas vous, mais nous on trépigne d'impatience à vous le diffuser. D'ici là, prenez gouinement soin de vous et tout de suite un nouveau Club Gwyn placé sous le signe de la Cold Wave avec la musicienne et compositrice marocaine Gaouta. Retrouvez l'intégralité de l'épisode en ligne très prochainement. Gouinement lundi, votre phare dans la nuit.